Cette semaine, on va analyser le patrimoine d'une abonnée qui a 45 ans, qui élève seul son enfant et qui a un projet de reconversion professionnelle, donc un manque de vision sur ses futures dépenses et comment elle pourra compenser son salaire, et donc avec un patrimoine très sécurisé, beaucoup sur les livrets, beaucoup en safe parce que justement elle a pas trop de vision. Donc je vais analyser ça au mieux pour essayer de lui donner des premières bribes d'informations de comment elle pourrait gérer ça au mieux et comment elle pourrait optimiser son patrimoine existant. Alors on va aller sur mon tableau, mais aussi je vais reprendre un de ses mails parce qu'elle m'a donné beaucoup de détails et c'est important d'avoir vraiment la situation complète pour comprendre qu'est-ce que je vais raconter après. Et vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'infos super pertinentes que je vais partager dans cet épisode, notamment pour les enfants, mais aussi pour si tu es dans cette situation et que tu as on va dire que tu manques de vision sur tes revenus futurs. Voilà, je vais vraiment donner des stratégies super intéressantes. Donc, il s'agit donc d'une personne de 45 ans, célibataire, qui est donc à 3 000 € par mois. Elle va nous détailler après ces revenus-là. Elle est en TMI 0, j'imagine, parce que du coup, elle a un enfant et qu'elle est parent seule. Elle a un profil de risque équilibré, donc vous allez voir qu'il ne correspond pas du tout à à comment est alloué son patrimoine, parce qu'elle a vraiment la grande majorité sur des actifs sécurisés. Elle veut valoriser son capital, avoir des revenus passifs et vise la liberté financière. Donc, plutôt que de lire les détails ici en complément sur mon tableau, je vais aller sur le mail qu'elle m'a envoyé parce qu'elle m'a détaillé beaucoup plus de choses intéressantes à partager. Donc, je lui ai posé quelques questions quand même en amont, savoir si elle prévoyait le chômage pour la reconversion et voilà d'autres questions pour essayer d'y voir plus clair. Elle me dit donc: bonjour Thomas, merci pour ton message. En tant que fonctionnaire, pas de chômage possible. Bon, ça c'est vrai que c'était un truc que je ne savais pas. Donc ça c'est un truc pour le coup quand on veut faire une reconversion, c'est vrai qu'il y a ce, entre guillemets, ce petit confort si tu arrives à faire une démission reconversion comme moi j'avais fait ou négocier une rupture conventionnelle, tu peux avoir 1 ou 2 ans de chômage, ce qui te permet quand même de lancer ton activité de manière plus sereine. Et elle, ce n'est pas son cas. Donc je comprends tout à fait finalement sa problématique et le fait qu'elle ait beaucoup d'argent sur ses livrets. Donc pas de chômage possible. En gros, sa situation, elle a eu un arrêt longue durée, elle touche la moitié de son salaire. Elle est née sur son complément, bref, elle touche à peu près 2200 € de son salaire et elle a des aides de la CAF, donc prime d'activité plus parents isolés, donc elle est à peu près à 2700. Elle a des revenus locatifs de 750 € par mois, parce qu'elle a lancé un investissement locatif en septembre 2024 et donc elle a à peu près 3450 € de revenus. Elle prévoit 2300 € de dépenses mensuelles, emprunt locatif inclus. Donc ça, c'est la data très importante qui va nous permettre de déterminer, en gros, combien il faut qu'elle prévoit pour être sereine pour la reconversion et surtout qu'est-ce qu'elle va pouvoir placer à plus long terme. Donc elle a dit que son projet de conversion c'est tout le problème, elle est en démarche depuis des mois avec l'employeur, blablabla, bon je rentre pas trop dans le détail là-dedans, et elle me disait que la situation est en train de changer et que, a priori, elle devait toucher son nouveau salaire plein avec 2800 € par mois plus celle de la CAF qui seront forcément diminuées, donc au final qu'elle touchera moins qu'actuellement. Quant à la reconversion en elle-même, j'en suis au stade de faire des immersions pour déterminer son projet pro, tout ça. Elle me dit qu'elle a un nouveau projet d'investissement IMO, mais vu le peu de lisibilité qu'elle a sur sa situation pro, elle le laisse un peu de côté, mais elle se demande aussi est-ce qu'elle doit le faire maintenant. Alors, c'est une question juste à se poser parce que c'est vrai qu'en tant que fonctionnaire, on est quand même un très bon client aux yeux des banques, donc c'est aussi une data qu'on va analyser après. Sa question principale, est-ce qu'elle garde sous le coude tous ses investissements, enfin tous ses placements précautions qui fructifient mal, mais dont elle aura potentiellement besoin en fonction de sa reconversion pro, ou alors et donc du coup elle doit attendre des mois et des années avant d'investir. Donc ça va être la première question principale auquel on va répondre. Et est-ce qu'elle investit au moins une partie ailleurs, sur des placements court terme, sur d'autres choses, et c'est ce qu'on va aussi bien détailler. Et du coup, elle m'a fait un second mail parce qu'elle me demandait où j'en étais si je comptais sortir l'analyse, et je me suis un peu excusé parce que j'ai pas mal de contenu en attente, donc mais bon bref, j'ai fini par m'y pencher et elle me posait 2 autres questions parce qu'elle se repenchait sur son projet IMO et elle me disait j'hésite à le faire en SCI, mais elle avait 2 questions qui étaient est-ce qu'elle peut le faire en SCI en tant que fonctionnaire et est-ce qu'elle peut s'associer avec sa fille. Alors ça, je vais y répondre tout de suite. Du coup, je suis pas un expert de l'SCI, donc je vous invite bien évidemment à vérifier les informations que je vous donne. En tant que fonctionnaire, on peut créer une SCI et donc s'associer. Donc je rappelle, pour créer une SCI, il faut être minimum 2. Donc on peut être associé d'une SCI en tant que fonctionnaire, mais il peut y avoir quelques restrictions, notamment si on veut être gérant rémunéré. Là, ça peut être compliqué parce que on peut pas avoir à la fois être rémunéré par l'État et aussi être gérant rémunéré. Ça n'empêche pas d'être gérant, mais être gérant rémunéré, ça peut être compliqué. Et l'autre restriction potentielle qu'on peut avoir en tant que fonctionnaire quand on crée une SCI, ça peut être par rapport à quel type de bien on exploite. Par exemple, pour la location courte durée ou la location meublée, vu que c'est des activités commerciales, il peut y avoir quelques restrictions. Donc, à vérifier, mais on va dire que
être fonctionnaire et créer une SCI, c'est faisable, mais en fonction de voilà la typologie de biens que tu prévois de mettre dedans, ça peut être restrictif, donc voilà, à vérifier. Et la deuxième chose, est-ce qu'elle peut s'associer avec sa fille qui est mineure? Oui, la réponse est oui, enfin un mineur peut être associé d'SCI, d'ailleurs, hein, c'est une très bonne stratégie pour transmettre son patrimoine, enfin pour s'associer avec ses enfants et puis leur transmettre par la suite. Mais voilà, la seule restriction aussi, c'est qu'elle pourra pas être gérante rémunérée non plus. Donc ça veut dire que tu auras le droit d'être gérant, enfin l'abonné en question qui pose la question, elle peut être gérante en tant que fonctionnaire, mais elle pourra pas être rémunérée. C'est juste que si elle veut un gérant rémunéré, il faudra mettre une tierce personne. Mais en tout cas, voilà, la réponse est oui pour les deux choses. Tu peux créer une SCI en tant que fonctionnaire et tu peux avoir ta fille en associé. Bien sûr, à vérifier, à contrôler avec éventuellement un avocat fiscaliste ou un expert comptable. Mais moi, je ne vois pas forcément d'inconvénient là-dessus. Donc, on va retourner sur sa situation. Donc, vous voyez qu'ici, elle m'a pas mal décrit les choses. Donc, on va regarder déjà son allocation par enveloppe pour déjà essayer de déterminer quelle part elle doit garder on va dire, en safe pour sa potentielle reconversion professionnelle et quelle part elle peut éventuellement réinvestir. Alors d'une part, soit dans l'immobilier pour son projet IMO et même dans d'autres actifs. Donc là, je regarde rapidement déjà son allocation actuelle par enveloppe. En gros, aujourd'hui, elle a 72 000 euros en épargne de précaution. Donc en gros, elle a tous ses livrets remplis. Elle a son livret A rempli à 24 000, le livret A pour sa fille à 24 200 qui est rempli aussi. Donc elle a un LEP aussi à 11 000 euros et LDD à 12 800. Alors déjà, la première chose, c'est que je te le dis au cas où tu ne le sais pas, tu sais que le livret A pour ton enfant, t'es pas censé t'en servir toi en tant qu'épargne de précaution. Alors même si dans les faits, il y a quand même peu de chances que le fisc vienne te retoquer là-dessus, mais théoriquement, t'as pas le droit d'utiliser ton livret A pour ton épargne de précaution. C'est censé être à son nom, donc à elle ou à lui. Donc déjà, la première chose que je ferais, c'est déjà peut-être sortir ça de ton patrimoine, entre guillemets, te disant que c'est l'épargne pour ta fille. Et dans ce cas-là, et dans ce cadre-là, tu peux te dire que déjà, vu que c'est un horizon temps long terme, parce que sa fille a 7 ans, elle a quand même 11 ans avant la majorité, il y a peut-être déjà mieux à faire que le livret A. Donc moi, ce serait peut-être la première chose que je ferais, c'est utiliser le livret A de sa fille et le mettre sur d'autres supports, du moins avec une autre optique que de le garder en safe pour l'épargne de précaution. Du moins, en tout cas, si tu fais ça, peut-être sors-le, le mets pas sur le livret A pour ton enfant parce que, encore une fois, c'est pas censé être pour toi, c'est censé être à son nom, donc pour ta fille. Et donc, dans ces cas-là, après, je t'invite à regarder mes autres contenus là-dessus, hein, ou même ma formation Investi Kids, hein, si tu veux aller plus loin. Je parle notamment, voilà, du compte titre à ton nom pour faire de la donation sur titre et voilà, purger la plus-value. Tu peux faire une assurance vie aussi à ton nom pour après, enfin, une assurance vie dédiée à ton nom pour ensuite lui transmettre. Tu peux aussi faire une assurance vie mineur, d'accord, à son nom aussi. Il y a aussi le contrat de capitalisation qui a aussi des avantages. J'ai pas encore trop détaillé, mais je prévois un épisode dessus. Bref, tu as des solutions, mais je pense que le livret A pour enfant, c'est vraiment pas la meilleure solution, clairement, pour un investissement pour ton enfant. Donc, ceci étant dit, du coup, il nous reste, alors je vais supprimer volontairement, il nous reste 48 000 euros d'épargne de précaution que tu as sur tes livrets. Donc, est-ce que ça suffit? Donc, moi, je me suis amusé à calculer finalement qu'est-ce que tu aurais besoin en fonction du moment où tu pourrais commencer à remplacer ton salaire. Donc, tu m'as dit que tu avais 2300 euros de dépenses avec l'emprunt locatif inclus. Donc, j'ai raisonné de manière simple en me disant, il te faudrait généralement, voilà, entre 1 et 2 ans pour que ton activité se lance, donc où tu devrais utiliser ton épargne pour te verser un salaire. Si tu as envie de prévoir 1 an de dépenses mensuelles, il faut compter 27 000 euros. Si tu prévois 18 mois, il faudra compter 41 000 euros. Et si tu prévois 24 mois, donc 2 ans vraiment sans toucher rien du tout, avec ton nouveau travail et ta reconversion, il faudra compter 55 000 euros. Donc en gros, tu as une fourchette, selon moi, à déterminer, à garder sur tes livrets entre 27 000 et 55 000, en fonction un petit peu de ta prudence. Alors après, je sais pas du tout si ta future activité te permettra de te dégager même un maigre revenu au début. Si oui, il faut en tenir compte et du coup réduire tes dépenses. Mais vraiment, faire ce travail-là et te dire, OK, je prévois à peu près de gagner tant au début ou zéro et combien de temps j'estime pour pouvoir commencer à me dégager un salaire. Du moins, combien de mois de salaire il me faut à garder en safe. Donc, la fourchette que je t'ai calculée, en supposant que tu génères vraiment zéro revenu avec ta nouvelle activité, c'est 27 000 euros si tu veux prévoir 12 mois et 55 000 euros pour prévoir 24 mois. Je pense qu'au-dessus, ça sert pas à grand chose parce que si vraiment au bout de 2 ans, tu génères 0 euros avec ton activité, peut-être que ce n'était pas la bonne et que voilà, ce sera pas une solution pérenne sur le long terme. Donc, ceci étant dit, si on prend, on va dire, la fourchette médiane de ce que je t'ai raconté, disons que tu prévois 18 mois, on va dire, vraiment sans rien gagner et tu comptes sur ton épargne pour vivre, finalement, tu as déjà ce qu'il faut sur ton épargne de précaution. Tu as déjà ce qu'il faut sur ton livret A, LEP, LDD qui sont remplis et ça suffirait. J'ai enlevé bien sûr le livret A enfant où on considérait qu'on en fait autre chose. Donc moi, je dirais finalement, on ne bougerait pas. Ensuite, t'as pas mal en sécurisé. On voit que t'as 47 000 euros aussi sur PEL, fonds euros, fonds monétaires dollars, des comptes à terme, des CEL, des CSL. Moi déjà, j'écrémerais un peu tout ça. Alors,
je vais te proposer une autre allocation après de comment on répartirait mieux le reste entre sécurisé, actions, immobilier. Mais je pense que déjà là, c'est pas très optimisé. Tu vois, le PEL par exemple et le CSL par exemple le CEL et le PEL, c'est quand même des placements garantis qui sont pas terribles parce que, alors à moins que tu les aies ouverts dans les années 90 et que tu as des taux à 3-4% net garantis, là oui, mais si tu les as ouverts dans les années 2000-2010, généralement on est aux alentours de 2% brut, donc le net il est à 1,5, enfin bref, on est vraiment sur des rendements pas top. Donc clairement, moi j'irai pas là-dessus, même sur la partie safe. Donc j'écrémerai un petit peu déjà tout ça pour simplifier déjà, pour pas avoir 10 lignes sur la partie safe, et même pourquoi pas le réallouer sur des actifs même peut-être un peu plus risqués, parce qu'on a vu que finalement ce que tu as en épargne de précaution pourrait suffire. Ensuite, on voit qu'elle a 1700 euros en actions, avec 1000 euros en PEA, 100 euros en compte titre et à peu près 600 euros en assurance vie. Et elle a 160 000 euros en immobilier, avec le principal sur la résidence principale avec 130 000 euros, 30 000 euros de son immobilier locatif qu'elle a lancé et 360 euros en SCPI en assurance vie. Et on voit qu'elle a un peu d'exotique aussi, avec 1000 euros en crypto et 3000 euros en crowdfunding immobilier. Alors, on va regarder l'allocation globale. Alors, il y a l'allocation avec RP et sans RP. Je regarde sans RP, parce que là, on est vraiment, enfin voilà, la RP, c'est là où tu vis, donc on va pas compter dessus pour vivre. Donc, on voit que ça te fait un patrimoine de 84 000 euros, donc hors épargne de précaution, qui, comme on l'a vu, devrait être suffisant. Alors, bien sûr, je suis pas en train de te dire de faire exactement comme ça. L'idée, c'est de te donner des bribes d'informations pour que tu puisses, bien sûr, faire ta propre tambouille et de voir qu'est-ce qu'il te faut. Mais on va supposer que ce que tu as sur l'épargne de précaution te suffit pour la reconversion professionnelle et qu'aujourd'hui, tu as donc 84 000 euros de patrimoine et qui est réparti comme suit, avec 57% en sécurisé, 36% en IMO, 2% en bourse et 5% en exotique. Et c'est là où moi je vois bien, enfin voilà, moi je pense que là il y a quelque chose à faire, parce que, encore une fois, on part du principe que c'est ok pour le projet de reconversion, donc tu dis que tu as un profil de risque équilibré, qu'en plus tu as envie de faire de l'IMO, donc là pour moi on est encore trop safe. Pour moi, elle peut largement allouer différemment pour, d'une part, faire son projet IMO, et d'autre part, même aller prendre un peu plus de risques, parce que là clairement, en termes de risque, voilà, on est en mode prudent, voire ultra défensif. Parce qu'encore une fois, l'épargne de précaution est déjà là pour son projet de reconversion. Donc pour moi, les 57% safe, c'est un peu trop. Donc là, à voir en fonction de si elle veut faire son projet IMO. Si elle veut vraiment faire son projet IMO et qu'elle a besoin d'un apport, ce qui peut clairement être une super stratégie, parce qu'elle peut profiter de son statut de fonctionnaire pour emprunter, faire du levier et aller beaucoup plus vite, parce que, voilà, tu le sais, l'immobilier, c'est un des moyens pour accélérer son parcours vers la liberté financière, parce que tu t'enrichis avec l'argent de la banque, bien sûr au détriment du temps, de l'énergie et du stress que tu vas mettre dedans, mais elle a l'air d'être motivée, donc clairement, moi, je dirais que ce serait une bonne solution si elle priorise son parcours vers la liberté financière, de réallouer un peu la partie safe vers l'apport IMO. Même si bien évidemment, il faudrait qu'elle mette un minimum d'apport pour un max de levier, et elle peut se prévoir, je sais pas moi, 10-20 000 d'apport pour éventuellement les frais de notaire. Si elle arrive à ne pas les mettre, tant mieux, on les mettra ailleurs, et s'il faut les mettre, elle les met dans l'IMO. Donc je vais faire deux scénarios ici en allocation, avec, imaginons qu'elle ait besoin de l'apport pour l'immobilier, et imaginons qu'elle ne l'ait pas, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Donc imaginons qu'elle fasse son projet IMO et qu'elle ait besoin d'apport. Donc je dirais à peu près 50% d'IMO, ce qui ferait à peu près 12 000 euros en plus de son IMO qui servirait, on va dire, pour l'apport IMO dans un premier temps. Et elle pourrait du coup réduire par exemple son allocation safe à 25%. Elle pourrait mettre un peu plus en bourse. Je resterai à 5% en exotique et je monterai à 20% en bourse. Je monterai à 20% en bourse. Alors, on serait sur un profil entre prudent et équilibré. En gros, un profil prudent, il faut pas qu'il y ait plus de 30% sur des actifs à risque. Donc, bourse et exotique. Donc, on les dépasse pas, mais on a quand même de l'immobilier qui est un peu entre les deux, qui reste, bien sûr, c'est pas un actif garanti, mais qui est quand même moins risqué que la bourse. Enfin, du moins, qui est reconnu comme moins risqué que la bourse par la notation AMF. Donc, ça me paraîtrait assez cohérent avec son profil de risque que je mettrais entre prudent et équilibré. Et du coup, ça me permettrait d'avoir quand même un peu plus en bourse. Donc du coup, ça nous laisserait une marge de 15 000 euros à investir en bourse en plus. Et en exotique, on sera à peu près pareil. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai remarqué, que je trouve assez étonnant de sa part, c'est que elle dit que elle a un petit peu peur, voilà, elle ose pas trop investir, mais elle a mis plus dans l'exotique et notamment dans du crowdfunding immobilier plutôt qu'en bourse. Alors que le crowdfunding immobilier, alors plus rentable mais plus risqué, mais c'est aussi surtout pas liquide. C'est quelque chose qui n'est pas liquide. Alors, certes, c'est pour du court terme, c'est 2 à 3 ans, mais c'est quand même pas liquide du tout. Et si elle veut faire sa reconversion dans un an, elle pourra pas profiter de ce capital-là. Alors que la bourse, même si oui, c'est très volatile, oui, c'est pour le long terme, et bien sûr que l'idée, c'est pas de mettre sur un PEA pour retirer dans un an, mais ça reste liquide. Il faut toujours penser à cet aspect-là de l'investissement quand on choisit ses actifs, surtout pour elle qui a vraiment ce côté j'aurais peut-être besoin d'argent pour me verser des salaires par rapport à ma reconversion, privilégier des actifs liquides, même s'ils sont volatiles, donc on peut vendre à perte.
Certes, et c'est pas du tout l'objectif, bien sûr, il faut que ce soit pour le long terme et on va pas compter dessus pour se verser un salaire, mais c'est toujours mieux à choisir à risque équivalent, à volatilité équivalente, peut-être choisir l'actif qui est plus liquide que le non liquide. Donc moi déjà, j'orienterais plus la partie à risque sur des placements comme la bourse, voire même la crypto, même si c'est évidemment beaucoup plus risqué, mais ça reste liquide. Donc c'est quand même à garder en tête dans son schéma à elle et dans sa stratégie, dans son allocation. Donc ça, c'est la première allocation que je verrai si voilà, elle fait son projet IMO. Si finalement elle laisse tomber son projet IMO ou tout simplement qu'elle arrive à ne pas mettre d'apport, ben là pour le coup je resterai avec cette allocation là. Surtout que bien sûr l'IMO va grossir au fur et à mesure. Surtout ça fait son deuxième projet, quand elle va amortir, il va grossir naturellement. Donc on pourra utiliser ce cash pour faire grossir les autres poches d'actifs, notamment la bourse. Donc là je mettrai un peu plus en bourse et pourquoi pas j'augmenterai un peu aussi la poche exotique pour rester quand même peu risqué, j'augmenterai aussi un peu la poche sécurisée et je ferai un truc du style 30% safe, 30% bourse, 30% IMO et 10% exotique. Bien sûr, ce n'est pas un conseil d'investissement, je ne connais pas toute sa situation, tout son profil, je n'ai pas eu au téléphone, donc ce n'est pas à respecter à la lettre, c'est des idées d'allocation que je t'invite à creuser. Mais l'objectif, bien sûr, c'est toujours de vous faire réfléchir, de voir un petit peu la démarche qu'il peut y avoir derrière un profil à étudier, pour que si vous identifiez sur certaines choses de son profil, que vous puissiez éventuellement vous en inspirer et mettre en œuvre certaines choses. Mais évidemment, ce n'est pas un conseil à suivre à la lettre et bêtement. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que, vous voyez que je parle aussi de la liquidité, je vous montre ce tableau-là, mais je suis en train de travailler sur un nouveau tableau de gestion de patrimoine beaucoup plus complexe et beaucoup plus important, que je vais vous montrer d'ailleurs très rapidement, où justement, je prends en compte tous ces aspects de liquidité, de risque, de passivité, et qui va vraiment être génial parce qu'il y aura l'actuel et le cible. Et alors, il n'est pas du tout mis en forme, mais je vais vous montrer une petite bribe, juste pour vous teaser, vous mettre un peu l'eau à la bouche, parce que ça va arriver et ça va être vraiment énorme quand je vais le sortir. Je vous montre par exemple le visuel des réallocations, par exemple, sur le patrimoine net et patrimoine cible qu'on peut faire par grande classe d'actifs, par classe d'actifs, et surtout ici par objectif. Par exemple, on voit la réallocation entre l'actuel net et le cible, entre les grandes classes d'actifs, entre l'exposition au risque, entre l'offensif, défensif, intermédiaire, mais aussi par volatilité et aussi par type de gestion entre le passif, l'actif et le semi-actif, ou encore par liquidité. C'était un peu c'est en parlant de son profil à elle que ça m'a fait penser à ce tableau-là, et voilà, pour vous montrer un petit peu ce que je suis en train de préparer, mais aussi par durée d'investissement, et bien sûr, il y a tout un tas d'autres onglets avec des projections, enfin bref, je vous en dis pas plus, mais vous allez voir quand je vais vous le présenter. Je pense que je ferai même un petit webinaire pour vous le présenter parce que je suis vraiment super excité, parce que c'est un truc sur lequel je travaille depuis quasiment un an avec un abonné qui est un spécialiste Excel et avec qui on vous prépare tout ça. Bref, revenons à nos moutons. Maintenant qu'on a répondu un peu à la question principale de qu'est-ce qu'elle pourrait utiliser dans sa partie safe, comment on pourrait réallouer tout ça en fonction de ces deux objectifs, on va regarder un peu le détail. Alors, dans le sécurisé, comme je disais, dans tout ce qu'elle a, moi, tout ce qui est PEL, CEL, je suis pas fan du tout. Compte à terme, pourquoi pas en ce moment, même si les taux ont baissé. Mais voilà, je pense que dans tous les cas, il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire que, quel que soit son objectif, il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire, elle pourrait réutiliser sa partie safe pour réallouer, prendre un peu plus de risques malgré ses projets. Donc, moi, si je devais faire sauter des enveloppes en propriété, je pense que ce serait CEL et PEL, voire compte à terme et CSL si besoin. Je pense que fonds euro, fonds monétaire, aujourd'hui, ça reste quand même les trucs les moins pires pour la partie safe. Ensuite, sur la bourse. Alors, du coup, elle a mis 1 400 € en bourse. Alors je sais que pour certains, ça peut paraître pas beaucoup, mais moi, franchement, je la félicite et je lui dis un grand bravo parce que elle a respecté une règle que moi, je mets beaucoup en avant, c'est de commencer petit. Même si on n'a pas beaucoup, on n'a pas besoin d'être riche pour commencer à investir en bourse, et je la félicite parce que je trouve que c'est génial qu'elle ait commencé à mettre, on a vu, elle a un patrimoine d'à peu près 250 000 €, il y en a qui peuvent se dire, c'est ridicule, elle a mis que 1 500 en bourse. Et maintenant, je la félicite parce que, vu qu'elle était incertaine par rapport à sa situation, qu'elle n'osait pas mettre, parce qu'elle n'avait pas trop de vision sur son futur, elle a quand même mis un tout petit peu. Parce que, effectivement, si demain elle perd 1 500 €, ça va pas lui changer sa vie parce qu'elle a du cash dispo. Mais en attendant, elle est passée à l'action. Et ça change absolument tout. Parce que elle a fait, moi, ce que j'appelle la théorie des petits pas. Elle a commencé avec tout petit pour tester. Elle a utilisé plein d'ETF. En plus, elle a commencé par des ETF, ce que je trouve génial. Elle a pas commencé en déléguant tout à sa banque, par exemple. Elle a pris le temps d'ouvrir un PEA. Elle a investi sur plusieurs ETF, des ETF bien diversifiés en plus. Même si c'est des petites sommes, elle l'a fait. Et ça, vraiment, je la félicite. Bref, tout ça pour te dire que même si toi aujourd'hui t'hésites à passer à l'action, mieux vaut commencer avec des petites sommes plutôt que de rien faire du tout. Même si bien sûr, mieux vaut se former et pas faire de bêtises, c'est toujours mieux que de faire n'importe quoi. Donc qu'est-ce qu'elle a ici ?
Elle a du coup un MSCI World, elle a un ETF Emerging Market, elle a un autre MSCI World, j'imagine le iShares que je vois ici, elle a un ETF Asie-Pacifique, un autre Emerging Market ESG, et aussi un stock 600 de BNP. Donc en gros, on va déjà se focus sur le PEA. Donc là, je vois qu'elle a donc 6 ETF. Moi, pareil, je suis pas ultra fan d'avoir autant d'ETF, surtout pour ces sommes-là. Je pense que déjà, il y a un petit peu des doublons. On a voilà 2 ETF Emerging Market. En plus, j'ai l'impression qu'elle a mis les 2 ESG. Alors oui, ça doit être il y en a un qui est Asie et un qui est global. Voilà, je trouve que ça fait un petit peu doublon d'avoir les deux, surtout pour ces petites sommes-là. Si on était vraiment sur des plus gros montants, là, ça pourrait être intéressant de diversifier et éventuellement par émetteur. Mais là, quand on commence comme ça, je pense que ça sert pas à grand chose de s'embêter à mettre autant de lignes. Moi, j'aurais simplifié ça et j'aurais gardé peut-être un MSCI World plus un Emerging Market. Un des deux, peu importe. Peut-être le iShares parce qu'il est moins cher, il est à 0,25 et celui-là, il est à 0,38. À moins que ce soit le nouveau d'Amundi qui est à 0,20. Là, dans ce cas-là, ça peut être plus intéressant. Mais voilà, moi, j'aurais gardé que le MSCI World et le Emerging Market. Éventuellement, le stock 600 si tu veux booster la partie Europe. Mais voilà, j'en aurais gardé que 2 ou 3 maxi. Parce que même le Asie-Pacifique, alors certes, là c'est différent parce que c'est pas que les marchés émergents, ça mixe les marchés développés et émergents dans cette zone. Mais voilà, j'aurais un peu simplifié et j'aurais pas forcément mis autant d'ETF. Mais encore une fois, mieux vaut avoir fait ça et avoir fait un peu de doublon plutôt que de n'avoir rien fait du tout. Et encore une fois, mieux vaut faire des doublons que de rien faire du tout. Donc, je maintiens ma félicitation sur son passage à l'action avec ces sommes-là. Ensuite, sur le compte titre, elle a un ETC Amundi Physical Gold. Très bien, si elle a envie de s'exposer à l'or sans s'embêter avec le stockage ou sans forcément ouvrir une autre enveloppe, c'est une bonne solution. Voilà. Moi, vous le savez, je suis beaucoup plus pro hors physique, mais voilà, peut-être pour 100 €, effectivement, ça vaut pas forcément le coup d'aller créer un compte et d'acheter juste 1 gramme d'or. Peut-être plus simple de s'exposer à l'or physique, à l'or papier, de cette façon-là. Et je vois qu'elle a un Amundi S&P 500 sur son assurance vie. Alors là, pareil, au risque de me répéter, mais je sais que certains d'entre vous aiment bien quand je répète parce que ça permet de faire rentrer plus les choses dans la tête. Voilà, moi, je suis pas ultra fan de mettre des ETF dispo sur PEA sur assurance vie parce que voilà, on a des fiscalités vraiment équivalentes et enfin l'avantage fiscal il est pareil voire mieux sur le PEA et sur l'assurance vie, ton ETF S&P 500 tu vas payer au mieux 0,5% tous les ans dessus, alors que si tu l'as mis sur ton PEA, tu payes ton frais de courtage au début et après tu payes plus de frais. Donc je trouve ça dommage de mettre des ETF sur assurance vie, à part exception, à part si ton PEA est déjà plein ou à part si tu as vraiment envie de dynamiser ton assurance vie, mais je trouve un petit peu dommage ça. Ensuite, elle a un peu de stock picking, elle a du Jacket Metal, JP Morgan, Impulsion 3 comme Jesmond, donc ça je vois que c'est sur assurance vie. Donc ça j'imagine c'est des fonds d'investissement, donc ça pareil, moi je suis pas ultra fan des fonds d'investissement. Là on a un petit peu le double combo massacrant de les frais de l'assurance vie plus les frais des fonds de gestion qui sur le long terme historiquement performent moins bien que leur simple indice. Donc voilà, moi c'est pas quelque chose que je recommande généralement. Moi j'aurais été plutôt d'être dans la team là, on clean tout, on dégage tout ce qui est action sur l'assurance vie, on se focus sur le PEA qui est bien plus adapté et on utilise l'assurance vie pour d'autres choses plus utiles, enfin plus adaptées à l'assurance vie comme la partie safe, comme le fonds en euros, éventuellement de la SCPI, éventuellement du private equity, des choses qui ne sont pas dispo sur le PEA. Ensuite sur la partie immobilier, je vois qu'elle a donc du coup sur assurance vie 4 SCPI, Remake Live, Épargne Pierre, Immorent, Hirokozen, donc 4 très bonnes SCPI. Donc déjà le choix a été bien fait, des SCPI bien diversifiés, enfin c'est même 4 SCPI diversifiés, avec en plus Immorent qui bon n'a pas forcément le vent en poupe en ce moment, mais qui est quand même très solide historiquement. Elle n'a pas pris que des nouvelles SCPI, ce que je trouve ça bien aussi. Après la question là, moi que je me dirais par rapport à cette situation, c'est alors c'est très bien parce que du coup elle utilise finalement l'enveloppe avec de bons supports. Enfin, j'imagine qu'elle a Linksy Aspirit 2 pour avoir ces SCPI là. Donc pourquoi pas. Enfin, je trouve que c'est bien d'utiliser l'assurance vie pour ça. Mais vu que par rapport à sa situation, vu qu'elle a un TMI 0, bon pour le coup, elle peut prendre la SCPI en direct, ça n'aura aucun impact sur la fiscalité, elle va uniquement payer la CSG et ce sera même moins contraignant finalement que la fiscalité de l'assurance vie où on doit jouer sur les abattements. Donc si sa TMI reste à 0, bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller sur l'assurance vie pour prendre de la SCPI. Après, si sa TMI évolue et si elle veut vraiment se prémunir d'une potentielle TMI qui passe à 30% dans les années d'après, effectivement, l'assurance vie sera peut-être plus intéressante. Mais voilà, là, dans son cas actuellement aujourd'hui, je pense que ça vaut pas forcément le coup de s'embêter avec de la SCPI, sachant qu'en plus, si elle veut du revenu passif, ce sera quand même beaucoup plus simple de l'avoir en direct.
J'en profite pour répondre à une autre de ces questions, qui était est-ce que ça vaut le coup d'avoir du revenu complémentaire pour compenser sa perte de revenus avec sa reconversion professionnelle? Alors la réponse va être un peu crue et peut-être un peu méchante, mais non, malheureusement, je pense pas que ce soit une bonne idée parce que on a vu que il fallait que tu gardes à peu près ça en épargne de précaution pour te verser tes salaires avec ta reconversion. Il te reste 80 000 de patrimoine que tu peux placer, alors dont 30 000 qui est dans l'IMO, donc tu peux pas vraiment toucher, qui n'est pas liquide. Donc en réalité, il te reste à peu près 50 000 de potentiellement liquide. Si ces 50 000, tu les transformes en rente immédiate, même si on vise à peu près 5% de rendement avec des CPI, ça va te faire 50 000 x 5, ça va te faire 2500 € par an. Si on le divise par 12, ça va te faire 200 € par mois. Je pense que ça vaut pas le coup de transformer ce capital en rente immédiate parce que ça va te faire 200 € par mois et ça va pas changer ta vie. Je pense qu'il vaut mieux l'allouer de manière diversifiée comme on est en train d'étudier en ce moment. Ensuite, sur l'immobilier, pour terminer, je vois qu'elle a, donc LCTF, donc j'imagine sa location, son immobilier locatif, elle est à 30 000 € et sa RP de 130 000. Donc là, pas grand chose à dire, mis à part le fait que, si elle a l'énergie et la motive de continuer à faire de l'immobilier, je pense que c'est une super chose pour accélérer. Et ensuite, sur l'exotique, donc du coup, elle a 1 000 € en crypto et 3 000 € en crowdfunding immobilier. Donc ça, pareil, je réitère ma remarque de tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment pertinent de continuer le crowdfunding immo par rapport à sa situation? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que c'est un investissement qui n'est pas liquide. Certes, ça reste court terme, donc ça va. Mais par exemple, je ne conseillerais pas du private equity. Parce que private equity, c'est bloqué pendant 8-10 ans, donc c'est pas adapté, même pour la partie exotique, ce serait pas adapté pour elle. La crypto, pourquoi pas? Ça reste cohérent avec son profil de risque, ce montant-là. À voir, en fonction de l'allocation qu'elle veut faire au global. Il faut aussi voir, elle m'a pas donné le détail de ce qu'elle a en crypto. Et aussi, tu dois voir que je parle beaucoup de cette histoire de liquidité par rapport à son profil, et peut-être que tu te demandes pourquoi j'ai mis dans un des scénarios de faire de l'IMO. Et la question, si tu te la poses, est très légitime parce que forcément, j'ai mis beaucoup en avant dans cet épisode l'importance de la liquidité pour ses objectifs. Alors, bien sûr, ne pas oublier que dans son profil, il y avait une partie déjà d'épargne de précaution qui est faite, qui est déjà prévue pour justement compenser ses salaires. Mais si j'ai maintenu l'idée de faire de l'immobilier et que je taille entre guillemets un peu les placements de type private equity ou crowdfunding immo dans sa situation, c'est que dans l'immobilier physique, on a l'effet de levier. Et l'effet de levier, ça lui permettra d'atteindre un autre objectif qui est la liberté financière. Enfin, du moins, ça lui fera faire une grosse marge pour l'atteindre. En tout cas, ça ira dans ce sens de cet objectif. Et en plus de ça, l'immobilier physique, si c'est bien fait, si elle met la bonne énergie, c'est surtout si elle trouve le bien rentable, ça pourra lui permettre de créer du cash flow, donc d'avoir un revenu complémentaire. Donc en plus d'avoir, de créer un revenu passif, qui sera peut-être pertinent et qui lui permettra, de combler en plus le potentiel, la potentielle perte de salaire. Raison pour laquelle oui, l'immobilier physique, ce n'est pas liquide, donc tu peux dire que je me contredis, mais ça respecte son objectif de atteindre de liberté financière, mais aussi de compenser son revenu si, bien sûr, elle fait l'affaire qui lui permet d'avoir du cash flow positif. Voilà pour cette analyse de patrimoine qui était un peu plus longue que d'habitude, mais il y avait beaucoup de choses à dire et j'ai beaucoup apprécié ce profil qui est un peu atypique, mais sur lequel je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui peuvent se retrouver et piocher des infos qui vous intéressent pour affiner votre propre stratégie. Si jamais tu veux postuler aux analyses de patrimoine, je te mets le lien, c'est le premier lien en description. Si tu veux télécharger mon tableau complètement gratuitement, c'est dans le lien en description. Mais dans quelques temps, il y aura un nouveau tableau génial. Alors, il sera pas gratuit celui-là pour le coup, mais je te préviens, ça va arriver bientôt. J'en profite aussi pour te dire que exceptionnellement, en ce moment, il y a une promo sur tout mon catalogue. Si jamais tu veux te former à un prix dérisoire, je fais ça très très rarement, ça arrivait qu'une fois. Je mets tout mon catalogue à moins 60%. Donc tu veux te former en ETF, en SCPI, sur la location d'actifs, sur la crypto, sur l'or, sur les obligations. Bref, je te laisserai checker sur mon catalogue de formation si tu veux voir ça. Ça arrive très très rarement et ce sera même certainement la dernière fois que certaines des formations, notamment ETF et SCPI, seront en ligne. Donc je t'invite à checker ça si tu veux en profiter. Et sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.